Épisode 3.1 – Le harcèlement familial. Bonjour et bienvenue dans ce premier volet de la série sur le harcèlement. L'ordre des volets est logique, il est même chronologique, puisque je vais les aborder dans l'ordre dans lequel vous les avez ou allez les rencontrer dans votre vie. Je commence par l'un des plus difficiles et pourtant l'un de ceux qui ont le plus de conséquences sur le développement humain. Attention, ces épisodes vont être éprouvants. Prenez le temps de les écouter. Si tu continues comme ça, tu vas finir à balayer les rues. Tu pourrais faire comme ton frère, lui au moins il a réussi. Tu devrais te mettre au régime, ma chérie, c'est pour ton bien que je te dis ça. Ces types de phrases sont dites et entendues régulièrement dans les foyers. Quelle serait notre réaction si elles étaient dites par un inconnu ? Nous serions dérangés, car clairement on ne peut pas les ranger dans la catégorie critique constructive. Alors qu'est-ce qui fait qu'on les entende de la bouche de celles et ceux qui font partie de notre famille ? Parfois même de celle qui nous a donné la vie. Je rappellerai dans chaque épisode cette phrase « Différenciez bien les intentions des actes ». Et le mot harcèlement que j'emploie dans mes podcasts n'est pas celui employé par la justice. Je vous rappelle que le harcèlement a des conséquences psychologiques qui ne sont pas punissables par la loi, car elles ne sont pas nécessairement prévisibles en fonction du caractère de chaque individu. Je vous en parle après dans mon exemple. Ce que la loi va pouvoir punir et prendre en charge, ce sont les dégâts physiques et ou psychologiques visibles. Des traumatismes que l'enfant va pouvoir montrer et exprimer par son comportement ou par ses mots, ou que l'adulte va pouvoir rapporter si elle le décide. Car si personne ne dit rien, ou que l'enfant est doué pour masquer, malheureusement on ne pourra rien faire. Les victimes dans ce genre de harcèlement sont démunies, car bien souvent mineures, elles ne peuvent engager aucune procédure d'elles-mêmes. Elles sont donc dans l'obligation de passer par un adulte. Comprenez bien que déjà en tant qu'adulte, il est difficile de couper la relation avec sa famille, alors en tant qu'enfant, entre la peur des représailles, la peur de l'abandon et l'amour inconditionnel qu'il voue à ses parents, surtout à la mère, bien souvent il se mure dans le silence. Cependant, il est important d'être conscient que ces lois existent et qu'il est possible d'avoir des référents en dehors de la famille. Bien entendu, mon but n'est absolument pas de casser la communication entre les enfants et leurs parents, bien au contraire. Mais rappelez-vous que dans pas mal de cas, ce sont les parents qui sont violents. Je vais tout d'abord vous citer toutes les lois, associations et numéros de téléphone que j'ai trouvés, que vous pouvez joindre si vous êtes victime, témoin de ce type de harcèlement, ou simplement si vous avez besoin de renseignements pour définir si ce que vous vivez en est. Mon but n'est pas de faire peur ou de culpabiliser les gens, quoique peut-être un peu. À force de normaliser la violence, vous en oubliez peut-être la gravité. Il est temps de vous montrer ce à quoi vous êtes exposé et ce que les personnes responsables de harcèlement risquent, même s'ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Tout d'abord, les lois sur les violences familiales et le harcèlement. Le code pénal protège très fortement les enfants, même si à force de signalements abusifs, de restrictions de budget qui provoquent des manques de moyens, des situations complexes et dramatiques et des formations parfois insuffisantes, nos structures sociales sont saturées, mal encadrées, parfois démunies. Ils essayent de traiter les dossiers comme ils le peuvent, avec leur propre surcharge mentale. Tout d'abord, nous avons l'article 222-13 du code pénal. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et majorées en cas de circonstances aggravantes. Lorsqu'elles sont commises sur un mineur, de 15 ans ou moins, sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. Sur un ascendant, légitime ou naturel, ou sur les pères et mères adoptifs. Cet article peut porter à confusion vu qu'il parle d'ITT, incapacité totale de travail. On pourrait penser que cela ne concerne que le harcèlement dans le cadre professionnel, mais en fait non. Il ne faut pas prendre le terme travail littéralement. Dans le cas d'un enfant, ne pas pouvoir se déplacer, jouer, aller à l'école, manger ou dormir correctement est considéré comme un ITT. Nous avons l'article 222-14-3, violence habituelle répétée sur mineurs. Elles sont punies de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime, de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Ceci comprend les tentatives de suicide et les scarifications. De 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours. Ceci comprend l'incapacité de s'alimenter, de sortir normalement à cause des dégâts psychologiques, pas uniquement physiques. Article 227-17. Mise en danger de l'enfant, privation des soins et d'éducation.
Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ne pas nourrir ou subvenir aux besoins de son enfant de manière volontaire ou punitive est un délit. Tout harcèlement, y compris familial, est compris dans l'article 222-33-2-2 du Code pénal, considéré comme harcèlement moral. La protection de l'enfance, dans le cadre général, a mis en place le Code de l'action sociale et des familles, CASF. Il organise toute la protection des mineurs en danger. L'article 375 du Code civil peut vous donner des informations et montrer que le juge peut intervenir si la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant est en danger. Nous avons aussi des dispositifs de protection et de signalement. La CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, peut être jointe au niveau départemental. Dans les cas de danger grave ou immédiat, vous pouvez écrire un courrier au procureur de la République. Les mesures sont possibles. Placement de l'enfant provisoire, suivi éducatif, retrait de l'autorité parentale, interdiction d'approcher dans les cas d'extrême violence. Bien entendu, ce sont des mesures extrêmes à envisager que si la situation le nécessite, s'il y a une vraie maltraitance avec preuve. Ce n'est pas parce que votre ex-conjoint et vous êtes en conflit, à cause d'un divorce ou d'une séparation malheureuse, qu'il faut mêler les enfants à ça. Par pitié, sortez les enfants des conflits parentaux. Si vous souhaitez signaler une maltraitance physique et ou psychologique sur un enfant, que vous soyez témoin ou victime, appelez le 119. Allô Enfance en danger, gratuit et anonyme, est en service 24 heures sur 24. Il faut parfois insister car malheureusement, beaucoup d'appels sont effectués. En cas de danger immédiat, il est important de réagir vite, sans paniquer. Appelez le 17, qui joindra la police ou la gendarmerie en fonction de votre localisation, en leur expliquant le plus calmement possible ce que vous voyez et en répondant à leurs questions calmement. Ils ont besoin d'informations précises afin de savoir comment intervenir. Si vous ne pouvez pas parler ou que vous êtes entouré de gens, envoyez un SMS au 114. Vous aurez un interlocuteur qui vous posera des questions précises. Attention, je vous rappelle que ces numéros ne sont pas là pour plaisanter. Ce n'est pas un jeu. Il est parfois question de vie ou de mort. Merci de ne pas engorger les lignes avec des pranks ou des signalements abusifs. Alors maintenant que je vous ai bien retourné le cerveau avec les lois, qu'est-ce que le harcèlement familial ? Ce que j'appelle le harcèlement familial, c'est l'un des plus destructeurs qu'il puisse exister, et pourtant, il est celui que l'on justifie le plus de bonnes intentions. La grande majorité des bourreaux ne réalisent pas du tout l'impact qu'ils ont, soit parce qu'ils sont bien trop occupés à essayer de gérer leurs propres émotions et échecs, soit parce qu'eux-mêmes ont subi des violences dans leur enfance et les ont normalisées. Enfermé dans une bulle d'intimité derrière des portes verrouillées, des volets fermés, il est sournois, parfois silencieux, parfois invisible, et parfois tout l'inverse. Mais dans tous les cas, c'est un sujet tabou que personne n'ose aborder. Je vais dans cet épisode briser ma propre bulle. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu, simplement parce que certaines personnes le vivent encore aujourd'hui, ou l'ont vécu. Souvenez-vous bien que nous ne parlons pas d'intention, nous parlons de conséquences dans la majorité des cas. Mais nous n'allons pas les négliger, ces intentions, car elles sont très importantes. Elles sont responsables de beaucoup d'incompréhension et de déni, et d'encore plus de conflits. Cette situation est personnelle, bien entendu, toutes les familles ne le vivent pas pareil, mais j'ai fait le choix de vous la présenter en bref, car certains détails, n'étant pas utiles, ne seront pas dits. Lorsque nous devenons parents, il n'y a pas de mode d'emploi. Nous partons avec des principes, des idées, des visions bien claires, un vécu. Et puis la réalité frappe, rien ne se passe comme prévu. Nous connaissons la société telle que nous la vivons aujourd'hui, mais nous avons été éduqués dans une société qui n'est pas ainsi. Ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Beaucoup de conflits parents-enfants sont liés à ce décalage. À l'heure du numérique et de la violence normalisée dans les jeux vidéo, les jeunes sortent moins et la majorité des loisirs se font sur des écrans. Les codes de communication et de rythmes familiaux sont brisés, l'agressivité verbale au sein même du foyer est chose commune. Face à ce manque de communication, la frustration monte de tous les côtés. Les parents désireux d'un bon avenir pour leurs enfants craignent qu'ils ne s'intègrent jamais et ne réussissent pas à être autonomes, ce qui peut engendrer des phrases brutales de la part des parents. La frustration, ce sentiment d'être brimé, de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas être compris de la part des enfants, génère aussi de l'agressivité. Lors de mon enfance, voici la phrase qui m'a le plus marquée de la part de ma mère envers ma sœur aînée et moi. « Si tu ne ramènes pas de meilleures notes, tu finiras sur le trottoir. » Sous-entendu, tu vas te prostituer pour survivre. Cette phrase est violente, certes, mais analysons-la un peu. L'intention de ma mère était claire dans sa tête. Elle voulait nous montrer le pire dans un cadre d'échec scolaire. Elle pensait qu'en développant la peur de la précarité, cela nous motiverait à travailler plus.
Elle fut l'une des pionnières dans son domaine professionnel. Ingénieure en voirie, c'était un monde d'hommes. Je devine facilement le harcèlement qu'elle a même dû subir, autant de la part de notre famille que de la part de ses collègues en cassant ces codes sociaux bien établis de « la place de la femme ». L'impact de cette phrase répétée n'a pas été le même sur ma sœur et sur moi. Nos caractères étant différents de base, nous avions déjà un grand écart de comportement et de gestion émotionnelle. Nous avions subi plusieurs négligences et abus depuis l'enfance, en plus de la figure paternelle inexistante. Ma sœur a été placée à plusieurs reprises en foyer comme mes 2 frères aînés que j'ai très peu connus, et les rares fois où elle est revenue vivre avec ma mère, mon dernier frère aîné et moi, c'était toujours très conflictuel. Elle cherchait désespérément l'amour et la valorisation de ma mère. Ses paroles avaient donc un impact direct sur elle. Elle développait de la jalousie envers moi car elle pensait que j'étais chanceuse de pouvoir profiter de notre mère tous les jours. Alors que pour ma part, vivant justement sous le même toit que ma mère au quotidien, j'ai très vite compris que quelque chose n'allait pas dans son comportement. Je ne mangeais pas tous les jours, je n'avais aucune attention, pas d'aide aux devoirs, le ménage n'était pas fait, pas plus que la lessive. J'ai naturellement développé une barrière entre ces mots et ce que je pensais de moi-même. Ma sœur a fini par quitter le foyer familial définitivement et s'est réfugiée dans des relations amoureuses violentes autant verbalement que physiquement. Jusqu'à un jour marquant, je ne saurais plus dire quel âge j'avais, environ 8 ou 10 ans. Ma mère reçut un appel de l'hôpital. Ma sœur avait été retrouvée nue sous un pont, victime d'agression. Elle était hospitalisée en psychiatrie. Ma mère a dit cette phrase qui m'a donné la nausée et qui, en y repensant, me la donne encore. De toute façon, elle s'est cherché tout ce qu'elle a subi, fallait qu'elle s'y attende. Je me souviendrai toujours du regard vide de ma sœur quand nous sommes rentrés dans sa chambre. Il s'est soudain illuminé en voyant ma mère et moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ma sœur et qu'est-ce que j'étais heureuse de l'avoir en vie. Malheureusement, ma mère n'a eu de cesse de la rabaisser, pas une seconde de répit. Je voyais le regard de ma sœur s'éteindre à nouveau à chaque phrase. J'en pleure encore aujourd'hui en vous lisant ces mots. Nous sommes partis quelques heures après. Ma mère était froide et distante, murée dans le silence. Je ne savais pas si elle était en colère, déçue ou blessée, aucune communication. Qu'est-ce qu'il pouvait se passer dans sa tête ? Nous sommes arrivés à la maison et le quotidien a repris comme si de rien n'était. Plus personne n'en a jamais parlé. Je n'ai pas revu ma sœur pendant de longues années. En la retrouvant, j'ai eu le choc de ma vie. Elle se prostituait pour survivre. Enfermée dans une relation toxique, elle n'avait absolument plus aucune estime d'elle-même. Elle acceptait les tarifs qu'on lui proposait pour survivre, parfois même un McDo. Lorsque j'en ai parlé avec elle, cette phrase terrible est arrivée à mes oreilles. Maman avait raison. Je n'ai rien réussi dans ma vie, ni études, ni travail. Je fais la seule chose que je sais faire. Elle avait 30 ans, j'en avais 19. C'est vraiment là que j'ai réalisé l'impact des paroles des adultes sur les enfants. La façon dont on nous prépare à affronter les difficultés, les échecs, les obstacles est déterminante. En ce qui me concerne, ayant été à la rue avant ma majorité, j'ai développé un instinct de survie brutal et solitaire. À cause de ce que j'ai vécu, des exemples d'adultes que j'ai eus, je me suis isolée et j'ai commencé à observer le monde, à comparer les gens qui avaient le sourire de ceux qui ne l'avaient pas, et de ceux qui faisaient semblant. À essayer de comprendre ce qui est vraiment essentiel pour se développer, à analyser la moindre phrase d'adulte afin de savoir si c'est constructif ou pas. Ma rapidité d'analyse et d'observation s'est développée au fil des années. Tranchante et radicale, je ne m'encombre pas d'opinions inutiles ou de relations toxiques. Je sais que je fonctionne de manière particulière, mais moi au moins, je ne suis pas mal entourée. Je n'ai pas de conflit, pas de drama, pas d'agression. J'en ai assez subi plus jeune. Je garderai le contrôle quoi qu'il arrive. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ma sœur, elle, a cherché l'amour et la valorisation dans les yeux de toutes celles et ceux qu'elle a croisés, prenant chaque parole pour argent comptant et se construisant tant bien que mal au fil du vent. Jusqu'à la mort de ma mère en 2021, elle a essayé de rentrer dans son cœur, en vain. Aujourd'hui, ma sœur est mariée, par confort, avec un homme qui lui apporte le strict minimum. Mais au moins, elle n'est plus violentée, elle n'est plus seule, et même si ce n'est pas l'avenir que j'aurais aimé qu'elle ait vu son potentiel, elle est en sécurité. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais au final, brisée comme elle est, n'est-ce pas plus mal ? Ce que vous vivez au quotidien dans votre famille n'a pas besoin d'être aussi sombre que ce que je viens de raconter pour avoir un impact déterminant sur votre évolution. Le pouvoir que vous donnez aux mots des gens qui vous entourent doit passer par la case évaluation. Peu importe le lien, que ce soit vos parents, votre conjoint, conjointe ou le reste de la famille, personne n'est en droit de porter atteinte à votre estime de vous-même. Posez-vous toujours la question à savoir, est-ce constructif ? Est-ce que les remarques sont réelles ? Est-ce que vraiment vous avez des efforts à faire ou est-ce que vous ne rentrez simplement pas dans la vision des autres ? Est-ce que si vous continuez à être tel que vous êtes, vous avez la moindre chance de réussir ?
La vie n'est-elle pas faite d'échecs, d'expériences, de tentatives? On ne peut pas être bon en tout, mais on ne peut pas être bon à rien. En conclusion, je vous dirais qu'aucune insulte, aucune menace n'a sa place dans un foyer familial. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas changer le comportement des autres. Alors protégez-vous, et quitte à souffrir, autant que ce soit pour le meilleur. Dès que vous le pouvez, coupez les ponts avec cette famille toxique. Même si c'est douloureux, parfois c'est pour vous reconstruire une meilleure famille plus tard. Si vous êtes mineur, n'hésitez pas à aller joindre vos professeurs, le service social de votre établissement. Ce n'est pas une trahison. La trahison, c'est celle des adultes qui se sont engagés à vous donner ce qu'il fallait pour vous épanouir. Ils ne peuvent pas toujours être d'accord avec vous, mais il y a des manières de vous répondre et de vous préparer à l'avenir. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos retours. Je vous dis à la semaine prochaine.